Vous suivez le dernier journal de RTI 1 dans les titres. Le vice-président de la République, Tiemoko Melet Kone, a pris part ce lundi à Yamoussoukro à la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du séminaire de formation organisé par la Cour des comptes, une rencontre à l'intention des élus locaux sur la gestion des finances publiques. Avec près de 300 participants à la rencontre, avait pour objectif de renforcer les capacités des autorités en charge de la gestion financière des collectivités territoriales. C'est déjà la fin du mois d'octobre, mais la sensibilisation continue pour gagner la bataille contre le cancer du sein. La maladie qui touche de nombreuses femmes a fait l'objet d'un focus ce soir avec la rédaction de RTI 1 qui s'est intéressée à la situation d'une combattante, Nadia Sabé, dans quelques instants. Et puis depuis 2 mois après la révélation des nominés, la cérémonie du Ballon d'Or France Football a rendu son verdict ce lundi soir. Plusieurs joueurs et joueuses ont été récompensés sur la saison sportive écoulée et autour de plusieurs critères. L'Espagnol Rodri a remporté au passage son premier Ballon d'Or. Le joueur de Manchester City a réalisé une saison quasi parfaite. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition en mettant le cap sur la capitale politique de notre pays, à Yamoussoukro. Il s'est ouvert ce lundi un séminaire sur la gestion des finances publiques. Représentant le chef de l'État, le vice-président de la République a dirigé la rencontre organisée par la Cour des comptes. Tiemoko Melet Kone a appelé au renforcement de la confiance entre les citoyens et leurs représentants. De retour de Yamoussoukro, le compte-rendu de Mahama Traoré et Jérôme Beukeri. Pour les collectivités territoriales, disposer de moyens est essentiel pour fonctionner et contribuer au développement socio-économique. Les ressources dont elles disposent sont constituées de subventions, d'impôts et de taxes prélevées sur les citoyens. Au titre de l'année 2024, la collectivité territoriale devrait recevoir de l'État un concours financier de 329 milliards, dont 208 milliards au titre des recettes affectées et 120 milliards au titre de dotation budgétaire de l'État aux collectivités territoriales et aux districts autonomes. La Cour des comptes a pour mission, entre autres, de s'assurer du recouvrement des ressources publiques et de leur bon emploi afin de promouvoir la transparence. C'est d'ailleurs ce qui motive la tenue de ce séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion des finances publiques ». Au regard des attentes des administrés, et au regard des contraintes économiques, l'efficacité de l'action publique locale requiert l'optimisation et de la mobilisation des ressources financières, requiert aussi la transparence et la rigueur dans l'utilisation des fonds publics, avec la pleine conscience qu'il faut rendre compte à l'État et à nos populations. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République exhorte les gestionnaires des cités à la redevabilité. Je salue l'initiative de la Cour des comptes d'organiser ce séminaire qui contribue de manière significative à renforcer les capacités de nos élus locaux. Il est, en effet, primordial que tous les niveaux de pouvoir, qu'ils soient nationaux ou locaux, puissent bénéficier des outils et des compétences nécessaires pour une gestion optimale des ressources publiques. Cette rencontre nous offre également une occasion tout à fait indiquée pour insister à nouveau sur l'importance de la décentralisation. Celle-ci est un instrument de gouvernance publique qui permet aux collectivités locales de mieux répondre aux aspirations des citoyens. Cependant, cette décentralisation ne sera véritablement efficace que si elle s'accompagne d'une gestion exemplaire des ressources financières. Ce séminaire, qui en est à sa 3e édition, instruira les élus locaux, entre autres, sur les notions de la digitalisation de la mobilisation des ressources propres, sur le fonctionnement du compte unique du Trésor et sur la responsabilité des ordonnateurs. Toujours au chapitre de la gestion des finances publiques, plusieurs élus locaux se prononcent au micro de Mahama Traoré. À l'issue de la rencontre, je vous propose de les écouter. Nous voulons toujours avoir un peu plus, pour faire plus, pour rendre les parents plus heureux, parce que les besoins existent. Mais ce qui importe, c'est de savoir gérer le peu qu'on a. Parce que si tu gères le peu bien, c'est sûr que demain serait mieux. C'est vrai que
la demande ou l'exigence croissante des populations en termes de besoins de base est une réalité, mais il est indéniable aussi pour les gestionnaires que nous sommes de rationaliser ce que l'État met à notre disposition. Il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas tous les efforts, n'est-ce pas, et que nous ne nous approprions pas les outils nécessaires aujourd'hui pour une meilleure gestion, n'est-ce pas, des ressources que l'État nous alloue. Nous sommes un conseil municipal donc à l'écoute donc des autorités donc de tutelle et nous espérons aller très loin pour le bonheur des populations. Il est très on va dire crucial pour nous de recevoir les enseignements pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire mettre donc les ressources là où il faut. C'est mon premier mandat, mais par le biais de ce séminaire-là, vraiment, je pense que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses et ça va nous permettre d'encore très bien orienter. Et ici, à Abidjan, une mission de l'agence coréenne de coopération internationale COICA est ce lundi dans les locaux du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Avec la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, il a été procédé au lancement d'une étude de faisabilité dans le cadre du projet Appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique en Côte d'Ivoire. On en parle avec Grace Kando. Ce projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique s'étend sur la période 2025-2028. D'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA, il porte sur la digitalisation de l'École nationale d'administration, le renforcement des compétences des fonctionnaires et agents de l'État et l'amélioration de la qualité du service public. Notre délégation qui est arrivée de la Corée du Sud va donc conduire une série d'études portées à la connaissance des experts. Pour ce projet, nous aurons à former des Ivoiriens en Corée du Sud. L'étude de faisabilité connaîtra une étape déterminante. Nous irons donc de façon approfondie dans les différentes composantes et c'est la raison pour laquelle je me félicite de l'arrivée d'experts pour échanger, écouter, discuter avec tous nos collaborateurs afin de permettre à ces experts de nous accompagner dans la finalisation de l'élaboration de ce projet. 4 ans pour booster la transformation de notre administration publique. Et nous nous en réjouissons. C'est un projet excellent qui dénote de la qualité des relations entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. La mission COICA va effectuer dans les prochains jours des tournées dans les différents services du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il s'agit de l'École nationale d'administration, de l'Observatoire du service public et de la Direction régionale de la fonction publique d'Abbeville. Ouverture d'un atelier portant sur la mise en œuvre des recommandations des discussions sectorielles dans le domaine de l'éducation à Grand-Bassam et durant 72 heures, 11 fêtières syndicales du secteur et d'autres organisations et acteurs de la chaîne éducative ont pris part aux échanges. C'est la ministre Mariatou Koné qui a donné le top départ des discussions. Le compte-rendu d'Amidi Rassouba et Ousmane Diomandé. Face à la grogne des organisations syndicales sur la non-satisfaction de certaines recommandations jugées prioritaires, ces acteurs du système éducatif sont en réflexion à Grand-Bassam. Ces assises sont axées sur l'opérationnalisation et les réformes à caractère pédagogique, financier et administratif sur l'écosystème éducatif. Elle vient de nous affirmer qu'elle est à nos côtés. Nous saluons cela. Et comme nous l'a encore souligné, que le gouvernement attend les résolutions qui vont sortir de cet atelier, je pense que toute l'équipe de l'intersyndicale et moi, je crois que nous sommes prêts à jouer notre rôle. Nous allons toujours continuer de discuter parce que c'est seulement après la discussion que nous allons trouver la formule pour attribuer une prime citative à tous les enseignants. Sur 82 revendications, un consensus est dégagé autour de 73 d'entre elles. Pour Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il s'agit d'une marche commune où chaque avancée résulte de l'affaire de tous. Cet atelier permet de continuer le dialogue avec nos syndicats, continuer dans la dynamique des discussions pour l'atteinte des résultats escomptés. L'attitude citoyenne est celle qui cadre avec l'un des axes stratégiques
de transformation de notre système éducatif, à savoir une école apaisée, apolitique et incarnant les ambitions en matière de développement de la nation. Cette rencontre se signe sur 3 jours et fait suite au dialogue social qui a permis au gouvernement de dérouler son programme dans un environnement apaisé et aux syndicats de glaner des victoires sociales. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique était récemment dans la région de la Maraoué. À Boisflé, Mamadou Touré a procédé à la remise de plus de 416 millions de francs CFA à 758 jeunes. Une action du PJGouv d'un coût global de 1118 milliards de francs CFA et qui vise à terme 1,5 million de jeunes sur une période de 3 ans. Kader Sogodogo. Préfecture de Boisflé, 758 jeunes de la région de la Maraoué bénéficient de la solidarité agissante de la République. Ils reçoivent au total 416 355 000 francs CFA dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv. 3 dispositifs mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, les activités génératrices de revenus, AGR, et les micro et petites entreprises, MPE. Le chèque va me permettre de renforcer mon commerce, de renforcer mon salon de coiffure. Je remercie le président de la République. Un soulagement pour les élus locaux. Le ministre Touré Mamadou, on a la chance de l'avoir. Il innove pour permettre à la jeunesse d'aller de l'avant. Pour le ministre Mamadou Touré, cette cérémonie est le symbole des retombées positives de la gestion du pouvoir d'État par le président de la République, Alassane Ouattara. Les activités d'insertion des jeunes touchent toutes les localités du pays. Nous avons remis des chèques à des jeunes entrepreneurs qui vont de 100 000 jusqu'à 2 millions de francs CFA pour leur permettre donc de mener des activités génératives de revenus. Sur la période 2023-2025, c'est une enveloppe globale de 1118 milliards de francs CFA qui est à répartir entre 1 500 000 jeunes. On s'en souvient, le départ a été donné en 2023. Cette année avait été dédiée à la jeunesse. Et sur un tout autre plan, la Côte d'Ivoire participe à la 13e édition du FIED. Entendez par là le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui se déroule en Guinée. À Conakry, Nassene Touré a mis en relief les progrès de notre pays sur le chemin de l'autonomisation de la femme. Elle a invité les Guinéennes à faire de la paix et de la cohésion sociale leur cheval de bataille. Envoyé spéciaux à Conakry, Dangui et Fernand Conan. Conakry, capitale de la Guinée, palais du peuple. La question de l'autonomisation de la femme au cœur de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED. Quand une femme se bat, il faut du renfort de ses sœurs. Il faut toujours avoir le renfort, le confort de ses sœurs. L'amour est la chose la plus grandiose dans le monde que nous devons avoir en nous. Les femmes, oublions la jalousie, oublions la haine. Soyons unis, soyons solidaires, soyons ensemble. Juste avant elle, la gouverneure de Conakry invitait la femme africaine à passer de la revendication légitime à l'affirmation de soi, les recettes de l'ancienne présidente de la Centrafrique. Quelles que soient vos ressources, si vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part. Ensuite, il y a le travail, qui est la clé de voûte de tout succès. Il n'y a point de succès, résister au travail opiniâtre. Il y a l'humilité, qui est la disposition idéale pour toujours apprendre. Il y a la discipline. Après avoir relevé les progrès de la Côte d'Ivoire sur le chemin de la promotion de la femme, la ministre Nassene Touré a invité la femme guinéenne à prendre la paix et la cohésion sociale de son pays sous sa protection. Il faut continuer à garder cette cohésion sociale et cette quiétude qui sont des conditions sine qua non au développement de votre pays. La 13e édition du FIED a pour thème le rôle des femmes dans la transformation de l'économie africaine, nécessité de réaliser des infrastructures.
Retour en Côte d'Ivoire. Les inondations survenues dans la région de l'Anawa ont fait beaucoup de dégâts aux alentours du barrage de Soubré et de Gribo-Popoli. Des maisons, des plantations et des récoltes ont été détruites. Des planteurs qui se retrouvent totalement démunis sont à présent obligés d'abandonner leurs terres. Une situation qui inquiète le monde paysan. Ces derniers ont reçu la visite d'une délégation régionale du Conseil Café Cacao qui a mesuré l'ampleur des dégâts. Le constat de Jean-Luc Bangbo et Ngata Kwame. De l'eau à perte de vue, un homme désemparé, Mahamadi Savadogo, scrute impuissant la lisière. De l'autre côté se trouvent toutes ces plantations. Nous sommes venus au champ, on a trouvé que l'eau a débordé, l'eau a pris toutes nos plantations. On a perdu tout, même le campement, tout est tombé. Le cacao fait 9 hectares, le palmier fait 12 hectares, le verre fait 9,94. J'ai perdu tout. Aujourd'hui encore, c'est à la pirogue que Mahamadi va essayer de regagner ses plantations et ce qui reste de son campement. Chaque jour, c'est comme ça nous faisons. Le fleuve se trouve à 1 kilomètre d'ici. Il y a de cela un mois, cette étendue d'eau n'était pas là. C'est le résultat de l'inondation qui a eu lieu ici en début du mois d'octobre. Après les fortes pluies et l'ouverture des vannes des barrages de Soubré et Gribo-Popoli, situés à quelques kilomètres d'ici. Donc voilà les maisons qui sont tombées, ce campement qui est là. Donc l'eau avait pris tout ça là. Plantation dévastée, désormais sans abri. C'est également le cas de ce septuagénaire. Depuis l'inondation, c'est la première fois qu'il revient dans son campement, Broukro, à une trentaine de kilomètres de Soubré et de son barrage. Quand on est ici là, ça fait, je suis venu en 1975. L'eau n'est pas arrivée ici. Bon, tout le temps, quand il vient, il reste là-bas. Sous ces gravats, une vingtaine de maisons où vivaient près de 200 personnes avec tous leurs biens. Dans les plantations de cacaoyers, on peut voir encore les effets de l'inondation sur ces plants qui ont passé plusieurs jours sous l'eau. Cette année, peut-être s'il y a eu une tonne, on a gagné aussi. Je ne crois pas qu'on va gagner une tonne à cause de l'eau. C'est ici, à Konédougou, que tous ces impactés ont trouvé refuge. Après la phase critique des inondations, c'est l'heure de faire le bilan des impacts sur l'activité économique des populations de la zone, notamment la production de cacao. C'est ce qui justifie la visite de cette délégation du Conseil Café Cacao à Konédougou. Ce village de la sous-préfecture de Soubré est l'un des plus impactés par les inondations dans la région. 157 familles sinistrées qu'on a recensées. Au niveau des planteurs également, il y a eu 283 planteurs qui ont perdu les champs. Soubré, mais également Bio, Grands Atri, Meyagui et Dapewa. Toutes ces localités ont subi de plein fouet les inondations. Pas de perte en vies humaines, mais cette région, qui a longtemps été la première zone cacaoyère, devrait connaître une chute drastique de sa production. Nous faisons partie du top 5 en matière de production et de livraison de cacao de bonne qualité au port. Et avec ces inondations, forcément, il y aura un impact sur la production parce que le nombre de plantations identifiées et puis aussi touchées par rapport au nombre de producteurs, nous allons prendre le temps d'affiner les résultats de nos enquêtes pour apprécier l'impact que ça aura sur la production. Une mission d'évaluation des dégâts afin d'apporter la réponse adéquate à ces producteurs, surtout en cette période de campagne cacaoyère. Pour l'heure, ces sinistrés peuvent compter sur la solidarité de leurs concitoyens qui, avec l'aide du gouvernement, ont reçu gîtes et couverts en attendant de meilleurs lendemains. Je vous le disais à l'aube de cette édition, diagnostiquée d'un cancer du sein en février dernier, Nadia Sabé, jeune humoriste et chroniqueuse chez RTI 1, se pose aujourd'hui comme un modèle de résilience. Avec l'appui de sa famille et de son compagnon, elle est venue à bout des séances de chimiothérapie et se porte bien aujourd'hui. Pour relater son histoire, elle a décidé de produire un film documentaire, un biopic pour donner de l'espoir aux autres femmes. Serge Pacom Didi, qu'elle est demandée. C'est aucune faute. Bonjour monsieur. Bonjour chef. Mais c'est quoi le deux ça? Que vous avez lâché dans la voiture pendant que les vitres étaient fermées? Oh chef. Réputée pour son énergie débordante et sa joie de vivre, Nadia Sabé ou encore Larissa Congo a failli passer de vie à trépas. Au lendemain de la Saint-Valentin en février 2024,
La jeune humoriste est diagnostiquée d'un cancer de sein. Je pensais que j'allais mourir. Je me suis dit c'est fini, peut-être je ne vais pas voir la fin de l'année. Et la première nuit, je l'ai mal vécu. Je l'ai très mal vécu, c'était très difficile. Durant les premières semaines de la maladie, Nadia enchaîne les nuits blanches, le moral brisé et submergée par la douleur. En témoigne cet enregistrement transmis à sa mère un soir. Tout le monde est tellement dans mon dos, ma colonne vertébrale. Parce que moi, j'allais passer par cette maladie. Mais dans cette lutte farouche contre le cancer du sein, Nadia a le privilège d'être entourée des siens. Son amoureux Ariel Chéné, omniprésent à ses côtés. Mon époux, chaque nuit, il me disait « N'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, qu'est-ce que moi je deviens? Ne me laisse pas tomber. S'il te plaît, continue de te battre. » Ma mère qui me disait « Tu es ma seule fille, c'est sur toi que je compte. » C'est vrai que les médecins soignent. Mais l'amour guérit. Si vous n'êtes pas entouré des personnes qui vous aiment, si vous n'êtes pas entouré d'amour, je pense que la dépression prendra le dessus. Moi, je dis c'est Dieu. Parce que même quand ils avaient commencé la chimio, la voici qu'elle est là, je dis, moi j'ai confiance, tu vas t'en sortir. J'ai foi, mon Dieu. La foi, l'espoir et l'amour des proches, voilà ce qui aura permis à la jeune dame de surmonter cette épreuve. Une épreuve retracée de bout en bout dans un film documentaire, Voyage au cœur de la vie. Dans ce documentaire, Nadia dévoile au grand public toutes les étapes parcourues depuis l'annonce de son diagnostic jusqu'à sa période de rémission. Je me suis vue en train de perdre mes cheveux. Ariel m'a rasé. Difficile pour les spectateurs de contenir leurs émotions. Nadia revient de loin. Nadia, c'est une guerrière. Nadia, c'est vraiment la résilience faite chair. Ce film vient de nous montrer que lorsque le cancer est vite diagnostiqué, il y a des moyens ici en Côte d'Ivoire de guérir, d'avoir des améliorations. Cette maladie, pour la vaincre, il faut être entouré. Et la présence de son mari, Ariel Chéné, a été importante dans ce combat. En partageant leur expérience, Nadia et sa famille veulent redonner espoir aux autres victimes du cancer. On a eu recours au Seigneur qui nous a vraiment aidés. Voilà, c'est le conseil que je peux donner aussi à toutes les personnes qui sont en train de traverser ça. Se confier à Dieu, se battre, jamais se décourager, parce que la maladie est plus psychologique que physique. Ce que moi je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas cacher la maladie. Parce que tant que tu caches, tu n'auras pas de remède. Nadia reste optimiste quant à l'avenir. Elle donne rendez-vous aux téléspectateurs très bientôt sur le petit écran. Le mois d'octobre s'en va, mais la lutte contre le cancer du sang se poursuit. Pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre pays, 200 pasteurs ont été formés sur la gestion des conflits communautaires par le médiateur de la République, des gardiens de la foi qui se disent déterminés à jouer pleinement leur rôle afin de maintenir la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix à 1 an de l'élection présidentielle. Frédéric Oulaï, Mahama Traoré. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, les guides issus des différentes communautés évangéliques et protestantes regroupées au sein du COSEP, Conseil supérieur des évangélistes et protestants, entendent jouer leur partition pour un climat apaisé. Au nombre de 200 pasteurs, ces serviteurs de Dieu ont échangé avec le médiateur de la République sur la formation et la sensibilisation aux valeurs de paix qu'ils viennent de recevoir. Nous travaillons déjà à la réconciliation des vies, des âmes avec le Seigneur et entre les frères et les sœurs. À partir de cette formation que nous venons d'avoir, moi, en tant que directeur de cabinet, c'est de suivre afin que les différentes formations qu'on a reçues puissent être appliquées dans les différentes régions, dans les différentes zones où le COSEPSI est représenté. À l'issue de ces 3 mois de formation, les hommes de Dieu s'engagent à être des ambassadeurs de paix et de cohésion. Pour les prochains mois, ils promettent de descendre sur le terrain pour prêcher l'évangile d'une élection sans violence. Nous serons en amont des personnes habilitées à régler des moments de conflit selon nos compétences parce que en toute chose, il faut se référer. Donc nous pourrons
aider la communauté à pouvoir régler des conflits. Cette formation en milieu évangélique vient aussi renforcer les capacités de ces pasteurs dans la gestion des conflits communautaires. On parle maintenant de la révision de la liste électorale avec le RHDP qui reste sur le terrain de la mobilisation dans la commune d'Ara. Les nouveaux majeurs ont été invités à s'inscrire sans hésitation. Le coordonnateur principal du parti dans le Moronou et la présidente de l'Union des femmes du RHDP ont organisé une rencontre avec toutes les composantes régionales du parti. Objectif, assurer la victoire en octobre 2025. Éric Goré. Les militants du RHDP du département de Ara mobilisés, un moment de sensibilisation qui passe forcément par le recensement pour le e-militant et la distribution des cartes à ceux qui se sont déjà fait enrôler. L'occasion est propice pour évoquer le motif de l'inscription sur la liste électorale. Un moment crucial du processus électoral selon les initiateurs, dont Arlette Badou, président de l'Union des femmes du RHDP et secrétaire départemental du RHDP de Ara. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Et pour que, au soir d'octobre 2025, notre candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et président de notre grand parti, soit vainqueur de l'élection présidentielle au premier tour, nous devons nous renforcer, nous devons nous unir, nous devons encore fournir des efforts. Awandoli Théophile, coordonnateur principal du RHDP de Moronou, donne le sens de cette rencontre. J'ai félicité Ara. Ils ont même dépassé l'objectif qui a été fixé par la haute direction du parti. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a des militants ici qu'on ne connaît pas, donc on leur demande de continuer. Et le même message est adressé à tout le Moronou, donc à tous les autres secrétaires départementaux, pour que l'objectif qui a été fixé pour l'ensemble du Moronou, cet objectif soit atteint, sinon dépassé. Cette rentrée politique des militants du RHDP du département de Ara touche tous les militants du RHDP, des communes et sous-préfectures. On parle maintenant de sport de football. 2 mois après la révélation des nominés, la cérémonie du Ballon d'Or France Football a rendu son verdict ce lundi soir. Plusieurs joueurs et joueuses ont été récompensés sur la saison sportive écoulée et autour de plusieurs critères. L'Espagnol Rodri a remporté au passage son premier Ballon d'Or. Le joueur de Manchester City a réalisé une saison quasi parfaite. Il a remporté successivement le championnat d'Angleterre avec Manchester City, puis également champion d'Europe avec l'Espagne. Et puis, selon les dernières projections des résultats des législatives diffusées ce lundi 28 octobre, le Parti libéral-démocrate PLD au pouvoir au Japon a perdu sa majorité au Parlement. Le Premier ministre Shigeru Ishiba, sous pression pour réformer une fragile coalition. Une défaite sans précédent pour le Parti libéral-démocrate. Shigeru Ishiba exclu, lui, de démissionner. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir.